Un silence assourdissant suivi d'un cri, c'est l'écho de ce qui a secoué l'Europe ces dernières semaines, des pertes russes vertigineuses aux humiliations diplomatiques, en passant par des menaces économiques et des jeux de pouvoir secrets. L'actualité politique mondiale s'est accélérée, laissant derrière elle un sillage d'incertitude et de colère, une toile complexe où chaque fil tiré peut déchirer l'équilibre fragile que nous pensions connaître. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et villes. Le 24 février 2024, l'état-major général des forces armées du pays voisin de la Russie a rapporté des chiffres glaçants. Plus de 800 soldats russes tués en une seule journée, des dizaines de systèmes d'artillerie anéantis, plus de 200 drones de combat détruits. Cela représente un coût humain et matériel inimaginable pour l'agresseur. Imaginez une ville de province effacée en 24 heures. Le choc est d'autant plus grand qu'un radar moderne, un Casta 2 Echo 2, valant 60 millions de dollars américains, a été réduit en poussière par des drones de la région sur la mer Noire, en Crimée occupée. Ce n'est pas tout. Le Centre d'études stratégiques et internationales, une organisation respectée, estime les pertes russes, tuées et blessées, à plus d'1 million de personnes depuis le début du conflit, un quart de million de morts. C'est le plus grand nombre depuis la Seconde Guerre mondiale, des statistiques qui donnent le vertige. Mais au-delà des chiffres, quelle est la réalité sur le terrain? La machine de guerre russe est-elle en train de s'essouffler? Question à vous, où vous regardez maintenant? Écrivez la ville et le pays. Ces pertes russes colossales ne sont pas seulement des chiffres, elles sont un signal. Un signal que la guerre de l'Est n'est pas une lointaine préoccupation, mais une réalité brutale qui redessine les cartes géopolitiques chaque jour. Les conséquences immédiates sont multiples. Un affaiblissement potentiel de la capacité de la Russie à maintenir une pression offensive constante, une pression croissante sur son économie et sa cohésion sociale face à ce bain de sang. Pour le pays frontalier de l'Est, chaque victoire symbolique, comme la destruction du radar, est un coup de pouce moral, une preuve d'efficacité, comme le déclare Oleksandr Mouzienko de United 24 Médias. Mais cela soulève aussi une question de fond pour l'Europe. Une Russie affaiblie est-elle plus ou moins dangereuse? Une bête blessée est-elle plus imprévisible? La fragilité interne russe pourrait-elle mener à une escalade encore plus grande alors qu'elle se sent acculée? Que nous fact-checkerons dans la prochaine version. Donner un sujet, par exemple l'assertion ou le nombre. Pendant que le sang coule à l'Est, la diplomatie européenne a ses propres drames. Le sommet de la coalition des volontaires à Paris, le 26 février, a été le théâtre d'un affront diplomatique inédit. Emmanuel Macron, pourtant connu pour ses accueils protocolaires, n'a pas personnellement salué le Premier ministre polonais Donald Tusk à l'Élysée. Un fonctionnaire de rang inférieur s'en est chargé. L'image est parlante, le président français accueillant chaleureusement d'autres dirigeants et Tusk marchant seul, humiliant. Tusk a tenté de justifier son retard de 20 minutes par un épais brouillard à Varsovie, mais les réseaux sociaux ont vite démasqué la supercherie. Seulement 4 minutes de différence avec l'arrivée du président du gouvernement à l'Est. Une humiliation délibérée, un message clair de la France à la Pologne, perçue comme trop proche des États-Unis et moins alignée sur la vision macronienne de l'Europe. Qui, à votre avis, est le plus crédible sur cette thématique dans la région en question? Donner une personne, un média. Les versions officielles contre les réalités du terrain, c'est un schéma récurrent. Les pertes russes sont minimisées par le Kremlin, mais les chiffres du Centre d'études stratégiques et internationales racontent une autre histoire, une tragédie humaine sans précédent. L'accueil froid de Tusk par Macron est officiellement un simple retard dû à la météo, mais pour beaucoup, c'est un snob délibéré, un jeu de pouvoir symbolique. Donald Tusk, en tentant de dédramatiser, a seulement souligné son impuissance face à la perception publique. Merci de ne pas conjecturer, j'étais en retard de 20 minutes, a-t-il lancé, mais le rire était jaune. Ces incidents, petits ou grands, révèlent les fractures profondes au sein de l'Union européenne. Non, un continent déchiré, pris entre les lignes de fracture, l'histoire se répète-t-elle? Pensez à la Seconde Guerre mondiale dont les pertes russes rappellent l'échelle. Les cycles de guerre et de paix se succèdent, chaque nouveau conflit portant les cicatrices du précédent. Mais cette fois, la guerre de l'information s'ajoute à la guerre sur le terrain. Les faits sont déformés, les intentions cachées. La privatisation post-communiste en Pologne a déjà laissé un goût amer. Des entreprises nationales sous contrôle étranger. Le processus de privatisation dans les années 1990, souvent appelée thérapie de choc, a conduit à la vente de nombreuses entreprises d'État, parfois à des prix jugés dérisoires, à des investisseurs étrangers.
Ce fut une période de bouleversements économiques et sociaux profonds où la promesse de prospérité capitaliste s'est heurtée à une réalité de chômage de masse et de délocalisation. Les élites économiques post-communistes ont joué un rôle clé dans ce processus, tirant profit de la transition rapide et inégale. En un sens, ces dynamiques passées ont forgé une méfiance latente envers les investissements étrangers, surtout lorsque ceux-ci touchent des secteurs stratégiques. Maintenant, le pays est confronté à de nouvelles dynamiques. La Pologne, jadis symbole de la lutte pour la liberté, est-elle en train de sacrifier sa souveraineté économique sur l'autel d'une solidarité européenne parfois à sens unique? Quel événement dans la région secteur a été sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Et si tout cela n'était qu'un avant-goût, un projet d'acquisition de mines en Silésie par l'entreprise de l'Est Coal Energy, cotée à la bourse de Varsovie, fait grincer des dents. La société ukrainienne Coal Energy veut acquérir la mine Siltech en augmentant son capital par émission d'actions et d'obligations. Le PDG Viktor Vishniowiecki a évoqué des technologies modernes et l'expérience du Donbass, mais pour les sceptiques, c'est une prise de contrôle progressive des actifs polonais sous couvert de solidarité, un peu comme le rachat d'Ursus, l'icône polonaise par un homme d'affaires ukrainien pour 74 millions de zlotys en 2024. Ursus, un nom emblématique de l'agriculture polonaise, symbolise la capacité industrielle du pays. Sa cession à un investisseur ukrainien, même si elle s'est présentée comme une opportunité de relance, est perçue par beaucoup comme une perte de ce qui fait l'identité et la souveraineté économique polonaise. La question du financement de ces acquisitions est également soulevée avec des rumeurs de capitaux russes ou occidentaux transitant par des entités tiers, complexifiant encore l'analyse de la véritable origine des fonds. C'est l'icône de notre marché, déplorent certains médias polonais, voyant là une perte de souveraineté. Cette solidarité, à quel prix? C'est le prix des actifs nationaux bradés ou acquis. Les menaces prennent de l'ampleur. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et ses ministres ont réitéré leur opposition à l'accélération du processus d'adhésion du pays voisin à l'Union européenne et à un soutien financier ou militaire supplémentaire. Ils arguent que la guerre doit cesser et que le pays à l'Est doit respecter ses engagements envers les minorités nationales, notamment la minorité hongroise en Transcarpathie. Un veto hongrois qui bloque tout, une épine dans le pied de l'unité européenne. Orban agit-il pour protéger les intérêts de sa minorité, affaiblir son voisin pour maintenir l'équilibre des pouvoirs, ou bien joue-t-il un double jeu pour la Russie? C'est le cheval de Troie de Poutine en Europe, selon certains. Non seulement il bloque des décisions clés de l'UE, mais il maintient également des relations économiques et énergétiques privilégiées avec Moscou, allant à contre-courant des sanctions européennes. La rhétorique d'Orban insiste sur la souveraineté nationale et la défense des valeurs chrétiennes, créant une fracture idéologique au sein de l'UE. Ses fréquentes visites à Moscou et ses déclarations amicales envers le Kremlin ne font qu'alimenter les suspicions d'une loyauté divisée. Cette position affaiblit la cohésion européenne et donne à la Russie un levier d'influence qu'elle exploite habilement, une fissure de plus dans le front uni contre Moscou. Le scénario le plus probable est que la Pologne continue de nager entre deux eaux. Elle sera contrainte de céder sur certains points stratégiques, ses mines, l'accord Mercosur, pour maintenir une façade d'unité européenne. Les tensions transatlantiques avec les États-Unis persisteront, mais sans aller jusqu'à une guerre commerciale ouverte. L'intégration du pays à l'Est dans l'Union européenne restera un processus lent, compliqué, semé d'embûches. Le chemin vers l'adhésion est pavé de réformes structurelles, de critères de convergence et de profondes transformations institutionnelles qui se heurteront à des résistances internes et externes. Les questions de corruption, de respect des droits des minorités et de l'état de droit seront autant d'obstacles, créant des points de friction réguliers avec Bruxelles. Si vous étiez conseiller d'un dirigeant européen, quelles mesures uniques prendriez-vous dans les 90 prochains jours pour faire avancer la situation? L'accord Mercosur, un accord commercial qui prévoit la suppression de la majorité des droits de douane entre l'Union européenne et des pays comme l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, est une bombe
à retardement pour l'agriculture polonaise. Il pourrait inonder le marché européen de produits agricoles sud-américains à bas prix, bœuf, volaille, soja, au détriment direct des agriculteurs polonais déjà en difficulté. Les protestations des agriculteurs polonais bloquant des routes et des frontières témoignent de leur désespoir face à cette menace économique et de la concurrence déloyale des produits importés sans les mêmes normes environnementales et sociales. Mais qui en bénéficiera? Les grandes entreprises industrielles allemandes, elles voient dans cet accord une aubaine stratégique, un accès privilégié au marché sud-américain, de nouvelles chaînes d'approvisionnement et une diversification des opportunités d'exportation. Elles exercent une pression considérable sur les décideurs européens pour que cet accord soit ratifié, minimisant les préoccupations agricoles. Roman Giertych, homme politique polonais, l'a dit. Bien sûr, ce n'est pas favorable à l'agriculture, mais stratégiquement, un rapprochement avec l'Amérique du Sud est nécessaire. Cynique, assurément, une trahison des intérêts nationaux polonais au profit de l'industrie allemande. Cette divergence d'intérêts illustre la fracture économique au sein de l'UE, où les puissances industrielles pèsent lourdement sur les décisions, souvent au détriment des secteurs plus vulnérables des États membres. La confrontation ne s'arrête pas là. La Commission européenne a infligé une amende record à Google pour pratiques monopolistiques, une affirmation de souveraineté économique européenne face aux géants technologiques américains. Cette initiative, saluée par de nombreux observateurs, vise à rééquilibrer le pouvoir entre les régulateurs européens et les mastodontes de la tech. Cependant, la riposte ne s'est pas fait attendre. Donald Trump a menacé de droits de douane et de restrictions contre l'Europe si les entreprises américaines étaient pénalisées. Si l'Europe punit les entreprises américaines, nous répondrons par des droits de douane et des restrictions qui frapperont vos économies. Une déclaration de guerre commerciale en bonne et due forme. Faux. Cette menace n'est pas nouvelle, mais elle prend une acuité particulière dans le contexte actuel de fragilité économique et de tensions géopolitiques. Une guerre totale qui frapperait de plein fouet l'Europe, et la Pologne pourrait en être la première victime en raison de sa forte dépendance aux exportations et de sa position géostratégique. La crainte est de voir la Pologne prise en étau entre les exigences concurrentes des États-Unis et de l'Union européenne, avec des répercussions désastreuses sur son économie et sa stabilité interne. Quelle est la ligne rouge? Où la ligne rouge se situe-t-elle entre le commerce équitable et la protection des marchés nationaux? Donnez une phrase. Donc, enfin, la rencontre entre Robert Fico, Premier ministre slovaque, et le président de la nation frontalière à Užgorod a ajouté à l'intrigue. Les discussions ont porté sur la coopération économique et énergétique entre la Slovaquie et cet État en conflit. Le président du pays a offert sa nation comme source d'énergie alternative, une proposition audacieuse visant à réduire la dépendance énergétique de la Slovaquie vis-à-vis de la Russie et à renforcer l'intégration économique régionale. Cette offre, si elle se concrétise, pourrait transformer les dynamiques énergétiques en Europe centrale et orientale. Mais Fico, qui a critiqué les attaques de ce pays frontalier contre l'oléoduc Druzhba, transportant du pétrole russe vers la Slovaquie, tout en soutenant les aspirations européennes de cette nation, incarne une complexe dualité. Son discours public navigue entre la défense des intérêts slovaques et des ambiguïtés diplomatiques entre deux feux, entre deux discours. Une rumeur non confirmée circule. Fico aurait transmis un message de Poutine. Cette rumeur, alimentée par son positionnement politique et ses prises de position passées, jette une ombre sur la transparence de ses intentions. La Slovaquie, un médiateur secret de la Russie, le nouveau médiateur secret de Poutine. Faux. Cela rendrait l'événement encore plus intrigant, potentiellement dangereux pour l'unité européenne, car cela suggérerait une tentative de Moscou de contourner les sanctions et de diviser le front européen par des canaux indirects. Le dilemme est clair. La Pologne et plus largement l'Europe doivent naviguer dans un océan de menaces, affaiblissement de l'influence polonaise, risque de perte de souveraineté économique, ruine agricole, division européenne. Chaque décision est lourde de conséquences. Le pire scénario pour la Pologne serait de devenir une colonie économique de la nation en conflit et de l'Allemagne, avec une agriculture effondrée par le Mercosur, une influence diplomatique diminuée. Elle serait prise en étau entre un conflit transatlantique et une Europe divisée.
sacrifiant ses propres intérêts pour maintenir une façade d'unité européenne et ne pas heurter ses partenaires occidentaux. C'est le prix de la solidarité à sens unique. Un prix que beaucoup estiment trop élevé compte tenu des sacrifices économiques et sociaux que cela engendrerait. La résistance des agriculteurs polonais n'est qu'un symptôme de cette révolte contre une Europe perçue comme ne défendant pas suffisamment leurs intérêts. La Hongrie, elle, continue d'utiliser le pays voisin comme levier pour obtenir des fonds européens et défendre ses intérêts de minorité, mais aussi pour maintenir une alliance de facto avec la Russie. C'est une stratégie de souveraineté nationale qui, pour certains, frise la trahison envers les principes fondamentaux de l'UE et de l'OTAN. Les tensions entre l'Union européenne et les États-Unis sous Trump ne sont pas nouvelles, mais la menace actuelle de guerre commerciale est la continuation d'une politique de l'Amérique d'abord qui a déjà mis à mal les relations transatlantiques, les partenariats stratégiques et la confiance mutuelle. Also, ce America First se traduit par une politique économique agressive, des droits de douane punitifs et une remise en question des accords commerciaux existants, créant une incertitude majeure pour les économies européennes. Qui sont les gagnants et les perdants dans ce jeu géopolitique complexe? Les gagnants potentiels, la Russie, si l'unité européenne s'effrite et que les sanctions sont affaiblies, l'Allemagne, bénéficiaire majeure de l'accord Mercosur grâce à ses exportations industrielles, les entreprises du pays voisin qui acquièrent des actifs polonais à moindre coût, profitant de la solidarité affichée, Donald Trump affirmant la dominance économique américaine par la menace et la pression, Viktor Orban obtenant des concessions de l'UE pour son veto et renforçant son pouvoir interne, les perdants, la Pologne, avec sa souveraineté économique menacée par les acquisitions étrangères, son agriculture en ruine face à la concurrence sud-américaine, son humiliation diplomatique par ses partenaires européens, les agriculteurs polonais directement menacés par le Mercosur et l'afflux de produits à bas prix, l'Union européenne divisée, affaiblie par les dissentiments internes et les pressions externes et perdant de sa crédibilité sur la scène internationale. Le pays à l'Est, si son adhésion à l'UE est bloquée et que le soutien militaire et financier diminue, le laissant vulnérable face à l'agression russe. Nous sommes face à une guerre mondiale de l'information, l'analyse des pertes russes ou l'accueil de Tusk, tout est remanié et disputé en temps réel. La bataille des récits est aussi féroce que la bataille sur le terrain où chaque camp s'efforce de contrôler la narration et de manipuler l'opinion publique. Le néocolonialisme économique, avec la Pologne traitée comme une colonie par l'Allemagne et potentiellement la nation en conflit, est un sentiment croissant alimenté par des investissements perçus comme opportunistes et des accords commerciaux jugés inégaux. Le déclin de l'industrie lourde en Pologne, comme le charbon, s'inscrit dans cette tendance mais avec un acteur extérieur, la peur de la dénationalisation s'accroît. Il est temps de comprendre ces mécanismes et de ne pas se laisser manipuler. Dans un tel contexte, les questions clés demeurent. Jusqu'où la Pologne est-elle prête à aller pour défendre ses intérêts nationaux face aux pressions politiques et économiques? La façade d'unité européenne tiendra-t-elle face à ces pressions internes et externes, aux divergences d'intérêts et aux ambitions nationales? Et le peuple saura-t-il distinguer la vérité du bruit? Le fact-checking de la désinformation dans un paysage médiatique saturé de propagande et de récits conflictuels? La capacité des citoyens à naviguer dans cette complexité sera déterminante pour l'avenir de la démocratie et de la stabilité régionale. Des beaux questions à vous. Quel est l'événement le plus sous-estimé par les médias dans cette actualité? Expliquez votre point de vue. Ne restez pas dans le noir. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses honnêtes et sans filtre. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez ce contenu avec ceux qui méritent de connaître la vérité brute. Votre soutien nous aide à continuer à vous éclairer dans ce monde de plus en plus complexe. Et laissez vos réflexions dans les commentaires, c'est notre espace pour le débat.